tout de suite appeler nos trois intervenants, donc Pierre Bérand, Alain Pétoni et Bérandès, pardon, Alain Pétoni et Étienne Bourdon. Pierre Bérandès est originellement un ingénieur télécom formé au business et au marketing et qui, après avoir développé pas mal d'affaires, toujours dans le domaine du e-business, est aujourd'hui à la tête du e-business et du développement d'affaires online de Orange Suisse. Étienne Bourdon est le CEO de Red Cats et lui a une formation un peu plus académique d'école de commerce avec un départ scientifique. Et il a participé à la mise en place de tout le e-commerce du groupe Red Cats, donc La Redoute, Verbaudet et autres marques en Europe et dans le monde. Il a donc une immense expérience en développement de business online. Et notre troisième intervenant, Alain Pétoni, qui lui est businessman de formation, qui a fait sa carrière chez Air France KLM et qui aujourd'hui à la tête de la vente multicanaux direct de Air France pour la Suisse, l'Autriche, et l'ouest de l'Europe, c'est juste Alain? Ouais. L'est de l'Europe plutôt. L'est de l'Europe. J'ai juste oublié l'est de l'Europe. L'est de l'Europe, pardon. Et donc il gère 8 sites web pour développer son business. Donc on a un focus sur le e-business suisse aujourd'hui. Alors le e-business suisse aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en volume, en chiffre d'affaires? C'est une énorme croissance déjà. On parle, d'après des chiffres discutables selon les méthodes d'analyse de l'OFS, de plus de 4 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires fait online par la population suisse. On va voir ce que ça peut représenter aussi pour les acteurs suisses. Le lead est tenu par les voyages, donc on dépense majoritairement notre argent online pour les voyages et en partie pour les billets d'avion. Ça représente 1,5 milliard de francs suisses aujourd'hui. Et le business online représenterait 2% des dépenses des ménages suisses actuellement. Alors on est bien placé en Europe, loin derrière certains gros acteurs, notamment le Royaume-Uni. 60% des Britanniques achètent en ligne. En Suisse, on en a seulement 47%. C'est à peu près la même proportion qu'en Allemagne, et un peu plus que chez nos voisins français, qui sont relativement bien représentés sur la tribune aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que représente le marché suisse? Quels sont, pour vous, l'état des lieux? Alors, qui commence? Je vais bien commencer. Pour nous, le marché suisse, c'est un beau marché. Les Suisses, comme on le dit tout de suite, commandent beaucoup. Maintenant, c'est un marché qui est beaucoup plus compliqué. Et là, on a un beau panel de Français qui travaillent en Suisse. La Suisse est un pays qui est très compliqué par rapport à d'autres marchés comme la France ou d'autres pays d'Europe, qui engendrent donc un certain nombre de contraintes. Donc, je pense que c'est un endroit où il y a un retard, je pense, au démarrage. Je pense qu'on est tous unanimes sur le sujet. Maintenant, les acteurs commencent à progressivement prendre leur place. Et pour nous, c'est le e-commerce, en fait, par rapport à notre activité de vente à distance avec La Redoute et puis les marques Verbaudet et DOS. C'est le canal privilégié, c'est de loin le premier canal de commande. Et donc on est beaucoup plus dans une démarche de e-commerce, contrairement à ce qu'on était avant. Donc on a notre changement de modèle que l'on a partout en Europe, d'une démarche de vente par correspondance classique à une démarche de vente par le web. Ça s'effectue aussi de la même façon en Suisse que dans les autres pays. Donc moi j'aurais tendance à dire, on est dans une tendance globale qui est assez proche de ce qu'on retrouve en Europe, mais avec néanmoins un certain nombre de particularités qui font que c'est très intéressant de travailler en Suisse. Okay. Et alors dans les autres industries, notamment les voyages, l'avion? Je rajouterais par rapport à Étienne, je rajouterais que effectivement c'est pas un marché facile, parce que c'est un petit marché, donc c'est difficile d'avoir des économies d'échelle importantes, rapides, d'atteindre une taille critique. Néanmoins, il y a une particularité du marché suisse qui étonnera à mon avis personne, c'est que c'est un marché à forte valeur ajoutée, donc sur lequel nous en particulier, on a, si on compare avec les grands pays d'Europe, on a un panier moyen qui est significativement plus élevé. On a tendance à vendre une gamme de produits, donc on a lancé une gamme de produits il y a quelques années qui s'appelle la Premium Voyageur, qui est une classe intermédiaire entre la classe économie et la classe affaires, et qui est résolument tournée vers le voyageur à motif loisir, mais qui cherche un peu de confort.
Eh bien, on est typiquement en Suisse sur ce créneau-là, et ce produit fait véritablement un carton. Et c'est quasiment le seul pays en Europe sur lequel ce produit est presque leader par rapport à ce qu'on va vendre en classe économique. Donc voilà, ça c'est aussi la particularité de la Suisse, et c'est une des raisons pour lesquelles on est en pointe en matière d'e-commerce, néanmoins sur un petit marché comme ça. Et donc ce produit-là tirerait vers le haut le e-commerce de Air France-KLM? Complètement. Ok. Et à côté du fournisseur d'accès qui nous donne donc l'accès au e-commerce, et puis qui également se vend sur Internet. Un petit peu la même image que chez Alain en fait. C'est vrai que chez Orange on est présent aussi bien en Europe de l'Est qu'en Europe occidentale, et on voit que la partie online est tirée plus par des ventes d'abonnements, ça paraît logique sur le marché suisse, que sur le marché prépayé qui lui fonctionne beaucoup mieux en Europe de l'Est, par exemple en Slovaquie, en Roumanie. Donc on a exactement la même dichotomie entre la richesse finalement du marché, le potentiel des clients en Suisse, qui se reflète également sur les ventes qu'on offre. Oui, vous me disiez également avant notre conférence que la Suisse en fait est en avance par rapport à ses cousins chez Orange globalement. Vous sentez donc la population suisse plus réceptive à la vente online que vos collègues Alors, dans le secteur de télécommunications, les leaders ce sont les Anglais. Et paradoxalement, sur l'environnement Orange, en fait, c'est la Suisse qui est le pays pour lequel en fait, le business online, le e-commerce représente la plus grande part de voix qui est générée en termes de chiffre d'affaires. Ok. C'est le phénomène des smartphones aussi. Ah ouais, évidemment, il fallait en venir là. Là aussi, pareil, on est en avance sur le marché. Pourquoi? Parce qu'on est le pays d'Europe dans lequel on a le plus grand taux non seulement de smartphones, mais surtout de iPhone. Le iPad, c'est exactement la même chose. Donc on le voit bien également dans ce que chacun d'entre vous avait probablement dans la poche. On est toujours dans le cas du marché, par exemple entre la Suisse et la France, il y a à peu près 1 an d'écart entre le pourcentage de téléphones qu'on vend qui sont des smartphones versus les non-smartphones. On a exactement la même analogie. C'est bon de voir parce que d'après ce qu'on va évoquer aujourd'hui, ce qu'on a pu discuter, on est plutôt en retard en Suisse sur les développements, notamment par rapport aux autres pays. Et Étienne, vous le voyez comment par rapport aux autres pays? La Suisse, vous la sentez comment? Oui. Alors peut-être juste un commentaire sur la partie iPhone. Alors peut-être qu'il confirmera, j'ai entendu parler du fait qu'il y avait depuis peu de temps plus d'iPhone en Allemagne qu'en Suisse, malgré la différence de pays. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a quand même une pénétration d'iPhone énorme effectivement dans le pays, malgré son entrée tardive. Et on le voit nous dans nos chiffres, puisque on a développé en Suisse, on était leader sur le sujet par rapport aux autres pays de notre groupe, une application iPhone. Et en fait, ça a bien marché, tout le monde était content. On a essayé de développer dans les autres pays et de faire le même succès dans les autres pays. Et c'est vrai qu'on n'a jamais réussi à reproduire ce qu'on a en Suisse en termes de vente par mobile en Suisse. Le parc installé est juste énorme. Et bon, c'est un point qui est très spécifique, je pense, à la Suisse. Donc pour l'iPhone, mais aussi pour le smartphone. Surtout quand on compare à des pays, j'aurais tendance à dire, comme l'Italie, où on sait qu'il y a à peu près 2 téléphones par personne, dont un smartphone. Pour autant, l'activité e-commerce en Italie est beaucoup plus faible, donc il n'y a pas photo. Et donc c'est ce genre de spécificités qui font qu'il faut vraiment comprendre le marché pour pouvoir y rentrer, trouver les aspérités qui en font quelque chose d'aussi beau que les business qu'on arrive à développer en Suisse. Comme autre particularité, alors pour les Suisses ça paraît normal effectivement, mais la notion de paiement sur facture qui est une notion qui est généralisée effectivement sur la Suisse et dans les pays comme l'Autriche et l'Allemagne, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les autres pays d'Europe. En général c'est paiement par carte bleue, c'est paiement en réception en Italie. Et ce genre de moyen de paiement c'est extrêmement structurant sur le comportement d'achat. Typiquement dans la vente à distance, la vente de vêtements, que ce soit en Suisse, en Autriche ou en Allemagne, les gens achètent, retournent et payent ce qu'ils gardent dans la plupart des cas. Donc ça veut dire que le montant moyen de commande, comme tu l'évoquais tout à l'heure, ou le panier moyen, est forcément beaucoup plus élevé, mais les taux de retour sont aussi beaucoup plus élevés. Ce qui veut dire que d'un point de vue logistique, traitement, d'un point de vue l'ensemble du circuit, effectivement, de la vente, de la commande jusqu'au fait qu'il y ait un produit finalement chez le client,
c'est un circuit qui est complètement différent de ce qu'on peut trouver dans d'autres pays. Oui, alors par rapport au mode de paiement, moi j'ai presque une situation inverse, c'est-à-dire que le paiement sur facture, chez nous, c'est pas possible quand il s'agit d'un billet d'avion. Parce que, pour raison technique, l'émission du billet d'avion étant une émission électronique, elle doit être simultanée avec le paiement. Il ne peut pas y avoir de décalage, je ne peux pas vous envoyer un billet d'avion et puis vous le payez plus tard. On a déjà assez de fraude comme ça avec des paiements dissécurisés. Donc pour nous, l'habitude suisse qui consiste à payer sur facture ou à payer par virement bancaire est plutôt un frein à l'e-commerce. Et la sous-pénétration des cartes de crédit sur le marché par rapport, alors l'Allemagne est un peu dans ce cas-là, mais si on prend la France, où les cartes de crédit sont extrêmement développées, pour le coup là c'est un handicap pour nous. Bien. Pierre, un complément là-dessus par rapport aux autres pays européens, vous nous avez déjà parlé. Vous me disiez aussi qu'on a plusieurs années de retard par rapport au Royaume-Uni, aux États-Unis. Ouais, c'est vrai quand on discute avec nos collègues des autres pays, on voit que les comportements d'achat sont quand même assez différents, en particulier vraiment sur les acquisitions des terminaux. Il y a des choses qui sont assez marrantes. Par exemple, combien de temps un Suisse va mettre pour acheter un smartphone? Ça va être plutôt un mois. Alors qu'on a remarqué chez nos collègues en France, c'est plutôt 2 semaines. Donc le cycle d'achat, par exemple, pour un même produit, d'un pays à l'autre est différent. Donc pour nous, ça veut dire que on sait que pendant un mois, le client, le prospect, quand il vient sur le site, pendant un mois, il faut qu'on continue à essayer de travailler pour le faire venir chez nous, alors que la fenêtre est beaucoup plus courte en France. C'est des petites choses comme ça sur lesquelles on échange, et puis après, on essaye d'ajuster après nos stratégies marketing derrière par rapport à ça. Ouais. Alors, pour parler aussi de chiffres, on entend parler donc, de grande croissance avec des chiffres bien précis chez nos voisins européens. Chez nous, on ne sait pas si on croît plus vite ou moins vite que dans les pays européens. La question que je vous posais, c'est on parle de 2 chiffres tout le temps en France. J'ai eu une réponse unanime, donc on a aussi une croissance à 2 chiffres en Suisse. Mais il y a quoi? C'est le chiffre en 2, en 3, en 4, comme disait. Allez, je me lance. Ça reste entre nous. Non, nous, cette année en particulier, parce que je ne vais pas prétendre qu'on a une croissance linéaire dans cette proportion-là depuis 10 ans, mais c'est vrai que cette année est probablement un peu sous l'effet de la crise. Les gens ont plus tendance à aller chercher le Best Buy sur Internet, et ça dope ce canal-là. Parce qu'au global, on a plutôt un chiffre d'affaires stagnant, voire en ce moment, pour être franc avec vous, pas terrible. Mais sur Internet, on est en croissance. Donc nous, c'est une croissance à 2 chiffres. Je représente 2 marques, Air France et KLM. Air France, aujourd'hui, c'est presque 45% sur 2011 de croissance sur Internet, je précise. Et KLM, c'est presque 40%, mais KLM, on avait un peu d'avance. Okay, donc c'est très significatif. Ça fait envie pour votre domaine d'activité de faire du jaloux chez Air France et KLM, je pense. Et Étienne, vous le sentez comment, ces 3 pays que vous gérez par rapport à la France ou à l'Allemagne? En fait, on a des statuts qui sont très différents dans les différents pays en termes de maturité d'entreprise. On va dire que typiquement en Suisse, on est dans un pays assez mature en termes de consommation et on est assez bien implanté sur l'ensemble de la Suisse. Et donc le e-commerce étant de loin majoritaire dans nos canaux de commande, le e-commerce maintenant commence à varier de la même façon que l'ensemble de l'activité. Je ne mettrai pas de commentaires sur l'activité actuelle. Tout ça pour dire qu'effectivement, on a eu ces croissances d'activité sur le e-commerce qui ont été très régulières et on continue dans cette tendance en fait en termes de part de marché web, de part de marché online dans l'ensemble de l'activité. Et on est, alors on ne pourra pas aller jusqu'à 100%, mais c'est vrai qu'on est sur des taux qui sont déjà très très élevés, beaucoup plus que la moyenne. Ok. Et alors, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Alain, le chiffre d'affaires global n'est pas forcément en croissance. Par contre, la part d'Internet est en croissance, donc c'est un canal de vente supplémentaire. On l'imagine tous de cette manière-là. Comment ça se positionne chez vous en fait par rapport aux autres canaux? C'est complètement intégré, c'est parallèle, contradictoire, concurrent? Juste pour compléter par rapport à ce que j'évoquais, effectivement, comme c'est un canal qui devient majoritaire, qui devient, je dirais, le premier canal, c'est un canal d'achat, donc ça c'est clair. Par contre, tout le dispositif
reste un dispositif à base de print, de web, beaucoup d'investissements effectivement sur les mots-clés, sur l'affiliation, sur tous ces sujets-là, mais aussi des emails. Enfin, on a un panel d'ensemble. Et c'est vrai que même si le e-commerce est de loin le premier canal de vente, c'est pas encore le premier canal de dépense d'un point de vue investissement. Plutôt de bonne rentabilité donc. Je dirais pas ça. Je dirais que ce qu'on a mesuré, c'est que la bonne combinaison, c'était pas de faire simplement un email ou de faire simplement de l'affiliation, c'est de combiner les canaux, c'est-à-dire de combiner en même temps qu'on envoie un catalogue, en même temps qu'on envoie un courrier, en même temps qu'on envoie, je dirais, un email, qu'on ait aussi de l'affiliation, qu'on ait aussi du média. Et donc c'est vraiment cette combinaison qui est un peu plus compliquée d'un point de vue construction à mettre en place pour un planning commercial, mais c'est vraiment par cette construction qu'on arrive à avoir quelque chose qui soit plus fort. Ok. Voilà. Oui, alors à propos des canaux, nous, on a deux grands canaux. Un canal dit indirect, occupé par les agences de voyage, eux-mêmes se décomposent en différentes catégories, et puis un canal direct, et au sein de ce canal direct, on a effectivement le canal online. Le canal online, c'est à peu près 50% des ventes du canal direct. Alors, est-ce qu'il s'agit de concurrence ou pas? Moi, je préfère parler de complémentarité, parce qu'au final, c'est le consommateur qui décide. Et si aujourd'hui, tous ces canaux coexistent, et ils coexistent plutôt bien, c'est-à-dire que tous, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un canal, alors qu'on pourrait imaginer que le canal online grappille des parts sur les canaux offline, on pourrait imaginer que les sites web des compagnies aériennes grappillent des ventes sur les agences de voyage. En fait, c'est relativement faux. Alors, il y a plus de transferts, j'ai envie de dire, à l'intérieur de nos canaux directs, c'est-à-dire que c'est vrai que le online va grappiller un peu sur la vente par téléphone, par exemple, mais en revanche, le canal indirect, celui des gens de voyage, il est encore, alors pas pour tous, je ne sais pas si les gens de voyage dans la salle, mais en tout cas, je peux vous dire que pour un bon nombre d'entre eux, et ceux qui sont professionnalisés depuis ces dernières années, c'est un business tout à fait florissant. Et au final, encore une fois, c'est le consommateur qui décide. Et si ces gens-là existent encore, et si ces gens-là sont profitables, c'est qu'il y a une demande pour ce type de service. Ok. Alors juste, je fais une aparté, on aura une partie d'interactivité, on vous laissera interagir avec ces trois intervenants-là, peut-être plutôt à la fin de la discussion, histoire de ne pas perdre forcément trop de temps, mais s'il y a des personnes qui utilisent Twitter également, avec le hashtag SwissIcom, vous pouvez interagir et éventuellement poser des questions que je me ferai un plaisir de transmettre à mon intervenant par le biais du terminal que j'ai dans la main. Et voilà, donc la parenthèse est terminée, tout ça pour générer de l'interactivité et également utiliser les outils actuels ou un peu à la pointe que l'on a. Tu me dis ? Ça a changé, c'est donc, non, avec SwissIcom, on revient sur SwissIcom. Et comme ça, on a tous le même et on arrive à interagir. Éventuellement, les personnes qui nous suivent à l'extérieur pourront le faire également. Pour revenir à notre discussion, et par rapport au marché suisse, donc vous parliez du multicanal, alors quand on est acteur national en Suisse, on se pose souvent des questions. Quelle langue je communique? Est-ce que je communique en 3 langues, en 4 langues, en 5 langues, en intégrant le rétro-romanche et l'anglais? Combien ça me coûte? Comment ça se passe? Quelles sont les contraintes pour vous en fait, de travailler sur ce marché pluriculturel et plurilingue? Pour un opérateur, c'est pas vraiment une contrainte parce qu'on est très gros, donc c'est logique pour nous de communiquer dans les 4 langues. Je crois qu'on, par contre, peut-être par rapport à d'autres, on est les seuls peut-être à beaucoup plus communiquer en anglais, mais aussi il faut bien voir que la population qui parle anglais est beaucoup plus importante que la population qui parle italien. Donc déjà en termes de représentation, c'est aussi assez intéressant, notamment sur la partie notamment dans les grandes villes où on a beaucoup d'anglophones. Donc pour nous, c'est important d'être capable sur tous les canaux de communiquer dans les 3 langues. Après, on le fait dans les magasins physiques, on le fait également on le fait également sur la partie online. Il n'y a pas de différenciation, à part que ce qui va pouvoir se passer, c'est peut-être c'est plus facile, on va dire, pour les anglophones, d'être sécurisé, d'avoir toute une expérience en anglais chez nous, alors que des fois, c'est vrai que dans les shops, vous n'allez pas avoir souvent le personnel qui est complètement bilingue, peu importe l'opérateur. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus en proportion d'acheteurs anglophones online par rapport aux autres canaux. Ça, c'est la petite différenciation, mais c'est aussi parce qu'on apporte une expérience client qui est bonne, et c'est aussi parce que les gens se sentent bien vis-à-vis de ce canal-là. Voilà. Ouais, un acteur plus proche de la ménagère classique. Exactement, j'ai beaucoup de respect pour la ménagère classique.
En effet, nous on est sur la Suisse allemande et donc on parle en suisse allemand, que ce soit pour répondre au téléphone ou sur le site web. On parle en français pour les Suisses romands. On envoie des courriers, je dirais, plus administratifs en italien, mais la plupart de nos catalogues ne sont que en français et en allemand. En fait, le coût lié à l'intégration d'une nouvelle langue est quand même très important. Et aujourd'hui, les italophones, j'espère ne pas les vexer, mais aujourd'hui, les italophones tolèrent assez bien soit d'avoir quelque chose en français, soit en allemand. Je ne peux que confirmer. La totalité de nos communications aujourd'hui sont trilingues, mais pas les 3 langues nationales. Il s'agit bien du français, de l'allemand et de l'anglais. Et je rejoins Pierre, la proportion d'achat qui se fait en anglais est absolument significative et plus importante que la proportion en italien. Vous arrivez à nous dire à peu près combien? Il faut réfléchir un tout petit peu, mais je dirais de l'ordre de 15% des transactions. Ah oui, donc bien plus que la proportion d'italophones ou de tessinois qu'on a dans notre pays. Vous me parlez aussi des fois d'autres contraintes, et c'est des choses que je perçois aussi moi dans mon activité, c'est dans le comportement d'achat. Outre la partie linguistique, il y a des comportements différents dans les différentes cultures. C'est quelque chose qui vous impacte également en e-commerce, comme dans le commerce de proximité. On ne parle pas à une Zurichoise ou à un Zurichois de la même manière qu'on parle à un Genevois, qui en plus a souvent tendance à ne pas être Genevois. Je sais pas. Je te demande la bouche. Alors on a un discours commercial qui est exactement le même, et on est juste sur de la traduction en fait entre la Suisse romande et la Suisse allemande. On a eu un certain nombre de tentatives, pour être honnête, de suiciser et d'adapter, on va dire, notre discours, notamment par rapport à la Suisse allemande, parce qu'on est implanté à Montreux, donc on est vraiment intégré au sein de la Suisse romande, et pour nous, c'est vrai qu'on n'est pas totalement bilingue avec le suisse allemand dans les équipes. Ce qui veut dire qu'on a essayé à un moment donné de trouver les mots un peu plus, je dirais, suisse-allemand, à la fois dans l'esprit, dans les termes. Et au-delà de la traduction, on n'a jamais vu d'effet. Donc on est revenu à quelque chose de plus simple, qui est de la traduction littérale entre une démarche commerciale française et suisse-allemande. Donc pas de comportement spécial en termes de communication, on n'a pas effectivement vu ça. Et j'aurais tendance à dire les stéréotypes qu'on a tous en tête par rapport aux Suisses allemands versus les Suisses romands. Alors je tiens bien à dire que c'est des stéréotypes. On les retrouve en partie quand même dans les comportements d'achat, notamment sur le rapport avec la promotion ou le rapport avec la qualité d'un produit. Plus il y a de promotion normalement sur un produit en Suisse allemande, moins il y a de chances que ça soit un bon produit. Ce qui n'est pas forcément le raisonnement qu'on peut avoir en Suisse romande. Plus il y a de la promotion sur un produit, plus c'est intéressant de l'acheter. Donc c'est un petit peu un stéréotype encore une fois, et on ne peut pas classer tout le monde dans ce registre. Mais c'est un stéréotype qui fonctionne. En fait, c'est le seul genre de phénomène qu'on peut percevoir entre les deux zones. Okay. Mais j'aurais tendance à dire que la différence entre les deux zones est tellement plus faible que la différence entre la Suisse et la France, ou la Suisse et l'Italie, ou la Suisse et l'Allemagne, que d'un point de vue européen, ça reste extrêmement proche. Et c'est vrai que c'est une presque belle unité suisse en termes de comportement. Bien, c'est effectivement quelque chose qu'on entend rarement, mais ça fait quelque part du bien de l'entendre. Pierre, vous aviez... Non, dans le même sens vraiment qu'Étienne par rapport à ça. Enfin, nous, la communication, elle est complètement intégrée dans les 4 langues, donc il n'y a pas de discussion, que vous soyez à Bâle, à Zurich, à Berne, à Lausanne ou à Genève, on vous parle de la même façon. Après, ce qui va juste être différenciant, c'est pas forcément le côté suisse-allemand, suisse-roman, mais plutôt ville-campagne, entre guillemets, où en fait on va pas avoir les mêmes achats de produits, ce qu'on a remarqué, enfin, surtout sur la partie online, entre quand on est à Zurich ou quand on est plutôt dans le Valais, on va voir des différences là-dessus. Et donc on va essayer, mais après c'est plus sur de la publicité, etc., on va essayer d'adapter le discours en fonction de là où la personne est située, mais ça reste très très marginal si on regarde bien. Ok. Et donc pour rester encore sur notre marché, puis après on passera sur d'autres outils, sur d'autres questions un peu plus techniques, on a des fois la perception que la Suisse romande est en retard par rapport à nos voisins de l'autre côté de la Sarine.
comment vous le sentez en termes de développement du business? Alors pas forcément dans vos activités, on a bien compris que vous étiez bien intégré au niveau national, mais de ce que vous en observez de vos concurrents ou collègues. Juste pour continuer sur Orange, il n'y a pas de différence, on ne va pas dire qu'on fait 30% de part de marché en Suisse romande et 50% par exemple en Suisse alémanique. On a vraiment des comportements qui sont vraiment similaires, sachant que ça a vraiment énormément augmenté au cours des dernières années, mais on n'a pas eu, enfin je veux dire, la croissance, le développement s'est fait vraiment de manière équivalente dans toutes les langues. Je pense que d'un point de vue client, il n'y a pas de différence. J'aurais envie de dire, il y a quand même une différence, effectivement, d'un point de vue acteur, c'est-à-dire d'un point de vue acteur e-commerce. Tous les acteurs, en fait, en général allemands, débarquent en Suisse par le biais de la Suisse allemande, qui correspond quand même à une grosse partie du marché. Donc on a vu des réseaux d'affiliés ouvrir leur premier bureau à Zurich, on a vu un certain nombre d'activités comme ça qui n'existaient pas ici il y a encore peu de temps, mais encore, je pense que les bureaux de réseaux d'affiliation en Suisse romande doivent se compter sur les doigts de la main. Donc il y a effectivement une pénétration du marché suisse-allemand par les Allemands qui a fait qu'avec la taille de la Suisse allemande, il y a eu à mon avis un petit peu plus d'avance d'un point de vue acteur et maturité du marché sur la Suisse allemande. Je pense que la Suisse romande est en train de regagner le terrain et j'ai confiance dans le fait que les agences sont en train de se renforcer, entre guillemets, de regagner du terrain par rapport à ça. Mais là, pour le coup, on a vu pendant un certain nombre d'années une vraie différence d'un point de vue acteur. Moi, je trouve que la Suisse romande est en train de rattraper clairement son retard, pour ne pas dire la rattraper. Je suis vraiment impressionné par le nombre d'initiatives qui ont pu avoir lieu ces 2-3 dernières années en matière d'e-commerce. Si on pense à toutes les sociétés qui sont nées, du type e-boutique, du type MyStore, plus récemment dans le domaine des les équivalents de Groupon, on pense à Dealme, qui est également roman, Coach Biggie et j'en passe. Donc je pense que le retard qu'il y a eu en matière d'initiative en Suisse romande est clairement en train de se combler. Alors je connais assez mal, pour être très honnête, les initiatives purement régionales en Suisse alémanique, mais en tout cas je suis très impressionné par ce qui se passe en Suisse romande. Okay. C'est une bonne nouvelle. Donc on le voit, on a un marché. Juste rajouter un truc assez intéressant, parce que des fois, par exemple, quand vous avez des acteurs allemands, dans le cas de un clone de Groupon qui était CityDeal et qui s'appelle Daily Deal, eux, par exemple, ils ont une stratégie qui est assez claire. Ils attaquent la Suisse uniquement le marché germanophone. Et aujourd'hui, étant donné que tout a été basé depuis l'Allemagne, pour eux, la Suisse romande, ça n'existe pas. Et donc, c'est pas dans leur plan, par exemple, aujourd'hui, d'aller sur la Suisse romande. D'ailleurs, vous voyez, si vous regardez sur le site de Lausanne ou le site de Genève, probablement vous allez voir qu'il y en a en allemand, etc. Donc, il y a des acteurs aussi qui font le choix de complètement ignorer la Suisse romande. Et par exemple, pour nous, c'est complètement... on n'imagine à aucun moment travailler avec quelqu'un qui ignore une partie du marché. Donc il y a pas mal d'acteurs, quand ils viennent d'Allemagne, au début, il y a juste le marché germanique. Donc ils ne touchent pas souvent à la Suisse romande. Pourquoi? Parce que c'est tous les frais liés à ouvrir un call center, avoir des gens qui parlent plusieurs langues, etc. Alors que passer de l'Allemagne à la Suisse, ça reste la même langue, donc on a déjà toutes les équipes qui sont déjà capables de travailler. On peut imaginer que les Français fassent la même chose dans l'autre sens. C'est trop petit en fait, c'est ça. Moi je trouve que les Français ne viennent pas. Mais je complète, quand tu parlais de sociétés allemandes qui s'implantent en Suisse alémanique, on a le même phénomène avec des sociétés purement suisse allemandes, qui ne font pas non plus l'effort en matière d'e-commerce, en tout cas dans leur démarrage, d'ouvrir résolument la Suisse romande. J'ai en tête un exemple récent, un site web qui s'appelle eTrips.ch, qui est donc un équivalent, qui vise en tout cas à être un équivalent d'e-bookers. Aujourd'hui, vous le trouverez qu'en allemand. Bon, et pourtant, c'est une plateforme qui a une vocation tout à fait nationale. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'initiatives récentes dans différents domaines de l'e-commerce qui sont nées en Suisse alémanique, de sociétés suisses allemandes, et qui sont, même au fur et à mesure des années, restées tout à fait auto-centrées sur Zurich et sa région. Ok. Merci. Donc, comme j'allais dire, effectivement, c'est intéressant, c'est rassurant. Pour ceux qui font du commerce et qui sont particulièrement actifs, on est dans un bon marché où il y a des choses à faire, il y a du potentiel. Maintenant, il faut voir comment le faire. Alors, ça fait partie des questions qui me sont arrivées avec le hashtag Suicicom sur la génération du trafic.
Donc il y a Squalis qui me demandait quelle était la stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Moi je vais élargir un petit peu la question en disant ben voilà, pour générer du trafic, on utilise quoi? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que, selon vos expériences d'acteurs particulièrement performants, à mon avis, pour générer du trafic? Et donc, parce qu'on sait que comme pour un magasin, avoir une vitrine c'est bien, mais il faut que les gens rentrent. Je pense que sur Internet c'est la même chose, d'avoir une URL c'est bien, encore les gens, faut-il que les gens viennent? La réponse risque d'être très longue. Ouais, Alors, on va essayer de la synthétiser. Non, la génération de trafic, chez nous, et je pense chez vous aussi, messieurs, aujourd'hui, elle est relativement claire pour tous les acteurs d'e-commerce. Donc je ne vais pas énumérer des poncifs, hein, mais bien entendu, on parle du SEO, on parle du SIA, on parle de l'affiliation, si j'ai bien compris qu'on la redoute. Chez nous, ça existe, mais c'est un petit canal. On parle des réseaux sociaux, c'est vrai, on fait aussi l'acquisition via les réseaux sociaux. Donc je dirais que c'est de toute façon un ensemble. Et aujourd'hui, on se doit, en tant qu'acteur d'e-commerce, d'avoir vraiment une stratégie à 360 degrés, c'est-à-dire d'être présent sur l'ensemble des canaux et des leviers d'acquisition. Tous n'ayant pas la même efficacité, tous n'ayant pas le même ROI. On parle beaucoup de ROI dans notre domaine, hein, retour sur investissement. C'est vrai qu'il y a des canaux plus économiques que d'autres. Si je dois en citer un, mais je ne suis pas absolument persuadé que ce soit partagé par mes collègues, mais chez nous, c'est le SIA, donc c'est le Search Engine Advertising, en gros la pub sur Google, qui est le canal le plus rentable, canal d'acquisition. Et c'est vrai que les variations peuvent être dans un rapport de 1 à 10 en termes de ROI. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus travailler les canaux à faible rentabilité, parce qu'à un moment, quand on a l'ambition de vouloir avoir une pénétration maximum, il faut aller chercher les clients là où ils sont, quitte à ce que le coût d'acquisition pour certains d'entre eux soit un peu plus élevé. Ok. Ouais, j'aurais tendance à rajouter que dans les particularités de la Suisse, c'est quand même le fait que tu mentionnais Google. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'autres acteurs que Google sur la partie SIA, mais c'est quand même quelque chose d'assez spécifique ici. Dans les autres pays, il y a toujours Yahoo, il y a toujours d'autres acteurs, mais c'est vrai qu'en Suisse, il y a à peu près que Google. La première question, c'était aussi sur les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'en termes de rentabilité, si on parle de faire venir des gens sur notre site, j'aurais tendance à dire que le média social n'existe quasiment pas aujourd'hui en termes de trafic. Je suis un gros défenseur du média social et je pense qu'il y a beaucoup à faire sur le sujet parce que je pense que c'est une vraie révolution qui est en cours. Mais en termes de transformation par rapport à des ventes, aujourd'hui, je crois bien fort celui qui, aujourd'hui, avec un site de e-commerce traditionnel, arrive à transformer d'une page Facebook sur son site une activité. Donc je pense qu'il faut quand même garder en tête que, tu parlais d'un rapport de 1 à 10, qu'effectivement les moyens d'attirer aujourd'hui du trafic sur les sites sont les moyens que tu évoquais tout à l'heure, et qu'aujourd'hui on a tendance sur ce pays à être relativement limité sur le volume. On arrive assez vite aux limites et qu'à un moment donné, par exemple typiquement si on investit sur du Google, pour aller plus loin, il faut très largement détériorer les ratios. Donc on est sur un terrain de jeu entre guillemets d'un point de vue trafic qui est encore limité, et on le voit par rapport à d'autres pays aux alentours. Donc on est toujours en train de se battre, mais on a du mal à investir plus sur le web d'une certaine façon, de façon rentable. Oui, alors typiquement, dans votre domaine, ma compagne utilise vos services, elle m'a dit, mais moi aujourd'hui, si je vais sur le site de la Redoute pour les voir, c'est parce que je reçois 5-6 mails par jour. Donc j'ai l'impression que le email marketing, alors, par minute. Elle exagère peut-être, mais le email marketing m'a l'air quelque chose d'extrêmement important dans ce que vous faites vous pour générer du trafic. Et je pense que peut-être que les autres moyens de communication aussi. J'ai l'impression que ça évoque quelque chose dans ça. Oui, en effet, l'email marketing de la Redoute marche bien, et en effet, c'est un levier de gestion de trafic assez important. Néanmoins, c'est pas le seul et c'est pas forcément le plus gros, puisque là, en fait, l'email marketing fonctionne uniquement sur nos propres clients. Et aujourd'hui, on a eu très peu d'activités d'email marketing de recrutement. Donc, quand il s'agit d'amener effectivement des nouvelles personnes sur notre site, on est obligé de se tourner vers d'autres leviers que ce genre de levier de fidélisation. Si je peux préciser, nous on le voit plus comme un levier de conversion, de transformation, qu'un levier d'acquisition, l'email marketing. Okay. C'est un levier absolument indispensable, avec un ROI extraordinaire, et c'est avant tout pour faire de la conversion. Il faut que les gens soient déjà là.
Ok. Et donc vous parliez de 360 degrés tout à l'heure. La part donc, des moyens de communication entre guillemets traditionnels, aujourd'hui que le SEO et SEM plus traditionnel, j'ai dit, mais l'affichage, la télé, vos mailings, vos catalogues pour vous à la Redoute. Donc c'est tout un budget global. Vous disiez qu'en fait, globalement, on prend pas, il n'y a pas de cannibalisation. Au niveau des investissements, est-ce qu'il y a un transfert des investissements? Oui, oui, clairement. Aujourd'hui, sur la cible B2C, alors j'exclus la cible B2T, Business to Trade, c'est-à-dire les agences de voyage pour nous, qui par définition n'est pas traitée de la même manière. Sur la cible B2C, on est à peu près à 70-80% d'investissement online. Donc aujourd'hui, on garde un peu d'affichage, un peu de presse, essentiellement d'ailleurs pour des messages plus branding et moins promotionnels. Mais en revanche, tout ce qui est pure hard sell a été transféré depuis longtemps. Hein. Depuis, on a commencé en 2004-2005 à tout transférer sur le online. Ok, bien. On fait signe en disant que c'est peut-être aussi le charme roman qui plaît aux clients de Suisse Alémanique de la Redoute. Est-ce que vous pensez que ça a un impact? Le charme roman, pardon, j'ai pas... Oui, que le charme roman plaît particulièrement aux clients de Suisse Alémanique? Bien sûr, bien sûr. La mode à la française, je ne sais pas si on peut dire la mode à la romande, mais en tout cas la mode à la française marche bien. Ok. Pierre? Non, je vais juste compléter parce que nous, quand on réfléchit sur les investissements, on essaye de comprendre ce que fait le client, l'internaute. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on évoque tous ces leviers, donc, que ce soit donc, les liens sponsorisés, de l'affiliation, du display ou de l'emailing, à la fin, le client, en particulier lorsque le cycle d'achat est long, il est touché par plusieurs messages, par plusieurs canaux en fait. Donc nous, on essaye vraiment de comprendre en fait quels sont les meilleurs leviers pour finalement, on va dire, on a 100 francs à investir pour acquérir un client, pour essayer de comprendre sur quel levier il faut jouer, à quel moment, pour pouvoir augmenter pour nous le retour sur investissement. Donc vraiment, c'est vraiment de comprendre le customer journey pour être capable vraiment de tirer profit de chaque levier qu'on utilise. Et ça, pour nous, ça passe par vraiment être capable de tout traquer, tout ce qui se passe. Enfin, tout est lié pour nous, c'est de la donnée, c'est de la data, d'être capable d'analyser les données de comportement, non seulement sur le site, mais également à l'extérieur du site, pour être capable vraiment après pour nous d'optimiser le message qu'on envoie. Donc c'est vraiment de la data à un degré très poussé qui nous permet pour nous de dire si on va investir 20 ou 30% dans tel ou tel canal. Ok. Peut-être par rapport à ça, tu dis effectivement par rapport à mon investissement pour être avec le meilleur retour sur investissement. J'aurais tendance à dire aussi pour le client, pour avoir des messages qui soient toujours en phase avec ses attentes. Donc à un moment donné, par rapport à son circuit d'achat, se faire pousser un message qui n'est pas celui qu'il attend, c'est une perte pour lui, c'est une perte pour toi. Alors que si effectivement tu peux identifier à quel moment il a besoin de quelle information, c'est là où on est beaucoup plus pertinent. Et c'est ce qui justifie pour moi effectivement d'avoir beaucoup de données en amont. Par rapport à ça, il y a des super outils. Par exemple, tout ce qui est remarketing, vous allez sur une page produit, après vous mettez même un produit dans le panier, on est capable après de vous envoyer une publicité avec le produit que vous avez dans le panier. Et c'est sûr que pour nous, on va économiser de la publicité au lieu d'en envoyer à 150 milliards de personnes. Ça ne sert à rien, on va être capable d'avoir de la publicité qui va être beaucoup plus ciblée et donc évidemment avec un taux d'interactivité qui va être beaucoup meilleur que si on l'envoie dans la masse. Donc c'est un des exemples. Vous voyez, nous, on cherche ça comme un retour sur investissement, mais à la fin, c'est aussi être capable d'être en phase avec les attentes d'un visiteur. Si vous regardez un iPhone, on va vous envoyer une pub d'un iPhone. Si vous regardez un Samsung, on va vous envoyer un Samsung et ainsi de suite. C'est vrai dans l'aviation, je pense aussi. C'est vrai dans l'aviation, on est complètement en phase. Je pense que ce sont presque des business models aujourd'hui qui commencent à faire leurs preuves. En tout cas, là aussi, quand on est dans une logique d'optimisation, on se doit à un moment d'avoir ce type de réflexion, c'est-à-dire en gros quelles sont les interactions des leviers d'acquisition entre eux et quel modèle d'attribution leur associer. Nous aujourd'hui, c'est tout à fait complémentaire avec ce que vous avez évoqué, mais aujourd'hui on essaye effectivement de mesurer l'influence
des leviers entre eux, hein, c'est-à-dire quand on est à la fois exposé à un emailing, à une bannière en display, et puis à une annonce sur Google, et on est capable aussi en termes de ROI d'associer, alors ça vaut ce que ça vaut, et puis c'est très empirique comme approche, mais l'idée c'est d'associer un coût à chacun des leviers pour une seule et même vente. Hein, c'est de dire qu'on passe du modèle qu'on appelait le last click, où c'était vraiment le dernier clic auquel on attribuait la vente, à un modèle qui est plus intelligent parce que le last click ne prenait pas en compte toutes les influences qu'il y a pu avoir en amont à travers d'autres leviers d'acquisition. Aujourd'hui, on essaie de remonter cette chaîne en amont pour associer des niveaux d'influence à chacun des leviers et donc redonner la part juste du ROI à chacun d'entre eux. Ok. Et ça avance sur un point suivant qui m'a intéressé et qui, je pense, intéresse aussi pas mal de gens ici, c'est au niveau du mobile. Là, on parle d'Internet en général. Aujourd'hui, la navigation sur Internet, elle est de plus en plus mobile. Est-ce que c'est une vraie révolution pour vous, en termes de commerce? Alors, je dirais que c'est une révolution en termes de commerce, parce que, en tout cas en ce qui concerne nos services, aujourd'hui, le taux de conversion sur le mobile est assez limité. Et ceci pour des raisons assez techniques, finalement. C'est quand vous achetez un billet d'avion, quel que soit le moteur que vous utilisez, vous passez par un nombre d'étapes assez conséquent. Vous avez 36 000 options qui vous sont offertes, depuis la date, le prix, le nombre de passagers, la destination, les services associés que vous voulez acheter ou pas, les assurances, etc. Ça veut dire que tout ça, c'est difficilement facile à expliciter, à démontrer sur un écran de smartphone. Ce qu'on pense, c'est qu'en revanche, avec le développement des tablettes, et le fait qu'on est sur un format beaucoup plus proche de la page web traditionnelle, très probablement le m-commerce à travers les tablettes augmentera de manière importante. En revanche, ce qu'on constate sur le mobile, c'est qu'on a un taux d'utilisation, alors non pas pour de la conversion, mais pour du service pur. Donc nous, par exemple, on peut sur son mobile s'enregistrer, on peut consulter son compte Flying Blue, on peut faire une quantité d'opérations de self-service assez importante, et ça, le taux d'usage est absolument faramineux. Je pense que c'est effectivement un vrai service plus, parce que c'est vrai que l'usage d'un site web sur une tablette par rapport à sur un site web classique d'ordinateur, la différence est presque minime, puisque finalement le fait qu'il soit portable, en général, c'est pas pour se promener dans la rue avec, mais c'est beaucoup plus pour remplacer presque avec une tablette, remplacer un ordinateur, en tout cas dans l'usage du web. Donc on voit effectivement sur nos statistiques de quels outils sont utilisés pour passer les commandes et pour faire du trafic. L'iPad, par exemple, est en train de prendre son envol en termes de commandes aujourd'hui sur notre site, mais bien loin devant tous les autres outils du marché, même bien loin devant l'iPhone. Néanmoins, en fait, avec la spécificité qu'on évoquait tout à l'heure sur l'iPhone en Suisse, on a une part de marché, en fait, nous, en termes de vente, parce qu'on a cette possibilité justement de commander sans avoir à tout remplir d'une certaine façon, puisque on paye au moment de la réception, ou en tout cas après la réception sur facture. Donc on a ce levier qui est vraiment confortable, je dirais, en Suisse, de pouvoir vendre sans avoir à faire je dirais, le paiement en ligne. Et du coup, ça nous a permis effectivement d'avoir une part de marché très significative maintenant sur le mobile. Je ne donnerai pas encore les détails, mais si on cumule la partie sur nos applis mobiles, donc iPhone, et si on a aussi tout ce qui se fait sur un mobile via le site mobile, on est sur des pourcentages qui sont de multiples, plusieurs pourcents, on va dire. Et ça devient quelque chose de vraiment significatif sur lequel on a maintenant aussi les investissements commerciaux pour pousser ce média et pousser cet outil. On ne va pas dire que c'est une révolution encore, puisque c'est beaucoup du transfert. Néanmoins, on voit que le mobile, en tout cas l'iPhone, étonnamment, est un canal de recrutement, les applis iPhone, ce qu'on n'estimait pas prévisible. On pensait que c'était plus un canal de transformation, plus de fidélisation, mais c'est aussi un canal de recrutement. Et globalement, il n'y a pas encore de révolution parce qu'on n'a pas encore intégré toute la mobilité dans nos applications. Je pense que le jour où on a toute la mobilité et qu'on exploite complètement ces facteurs-là, je pense qu'on aura vraiment droit à cette révolution. Après, l'utilisation, elle se fait, on en parle de la partie e-commerce, donc il y a vraiment avoir la transaction. Maintenant, il y a un nombre croissant d'utilisateurs qui sont vraiment dans les magasins traditionnels
et qui sont avec leur smartphone, en particulier pour comparer les prix, etc. Donc il y a aussi une utilisation dans les magasins, et donc tous les retailers s'adaptent de plus en plus à l'utilisation des smartphones, aussi bien dans les magasins. On peut vraiment imaginer aussi avoir quand on parle de multicanal tout à l'heure, on peut vraiment imaginer aussi avoir une expérience client qui soit aussi avec votre smartphone que vous avez dans un magasin et avoir une relation différente. Je sais que par exemple à la FNAC, ils réfléchissent en France pour par exemple être capable d'avoir des caisses sur lesquelles en fait on peut payer avec un smartphone et puis on n'a plus besoin finalement de passer à la caisse, on peut déjà prendre son produit. Donc il y a aussi, le smartphone change aussi l'expérience client dans les boutiques. Bien. Oui, c'est intéressant et ce qui me surprend quelque part dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que l'app iPhone est un outil de recrutement. Je discutais il y a 2 jours avec les 2 grands éditeurs suisses qui étaient Edipresse et Ringier, qui me disaient non mais de toute façon il n'y a personne qui gagne de l'argent avec de l'application, avec de la vente sur une application mobile. Alors, ils avaient cette question-là, donc non, au niveau national, là, il y avait Ringier, Edipresse et Edipub, c'est ce qu'ils disaient hier, avant-hier, merci. Et donc, effectivement, moi, je pense effectivement qu'on peut gagner, et de là à recruter, effectivement, je pense que c'est également une bonne chose. Si tu veux, je rajouterai un point, et je rebondis un peu sur ce que disait Étienne. C'est vrai qu'on a constaté aussi qu'une appli iPhone pouvait faire de l'acquisition. En revanche, on pense que ce ne sont pas les mêmes applis qui font de l'acquisition et qui font de la transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 2 types d'applis, à la fois pour Air France et pour KLM. On a des applis qui sont résolument tournées vers l'utilisateur, c'est-à-dire le consommateur régulier, fréquent, membre de notre programme de fidélisation, auquel on offre une palette de services assez complète et donc assez complexe. Et puis à côté de ça, on a des applications iPhone qui sont beaucoup plus simples d'utilisation et qui sont beaucoup plus tournées vers l'inspiration. Et c'est vraiment celle-là que l'on destine à l'acquisition et qui fonctionne en tant que telle. D'ailleurs, je vous invite à télécharger l'appli Be Inspired d'Air France en Suisse. Et au passage, je vous économiserai 100 francs sur votre prochain billet. Ouais, c'est pas des blagues, je suis pas sérieux. Allez-y, faites l'essai. Et voilà, et cette appli, elle a vraiment été designée pour faire du recrutement. Et on va chercher le client sur l'App Store, on va le chercher à l'extérieur. Alors que l'appli Air France traditionnelle, celle qui ne porte pas d'autre nom que la marque, c'est une appli qui est beaucoup plus, dans son utilisation, la façon dont elle a été designée, qui est beaucoup plus tournée vers le client fréquent. Ok. Je vais utiliser un drôle de mot, le SOLOMO. Donc social, local, mobile. Ça représente quoi pour vous? C'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, en tout cas au sein des agences, chez les clients? Non, j'en ai entendu parler pour la première fois avec toi, Laurent. Non, en fait, c'est vrai que le média social, c'est quelque chose où je pense qu'il y a effectivement une révolution qui est en train de se mettre en place sur le fait que chacun prend la parole en fait là où il le souhaite, sur une marque, sur un produit, et chacun peut aussi étaler de la même façon sa relation client en public. Donc ça a les 2 aspects, un côté positif de social et d'amis, et de réseau d'amis, mais aussi un côté plus difficile à gérer qui est celui de la relation client ouverte. Et c'est quelque chose qui est en train de se développer. On évoquait tout à l'heure le fait de l'importance des informations que l'on peut recueillir sur le comportement d'achat pour être capable d'être le plus pertinent vis-à-vis du client, je retiendrai ce mot-là, plus pertinent vis-à-vis du client avec les informations qu'on peut recevoir. On a évoqué aussi le fait que de plus en plus les gens ont des smartphones, surtout en Suisse, et qu'il y a tout un pan d'activités à développer autour de la mobilité et du web, donc le fait d'avoir une information qui soit contextuelle à là où on est. Et je pense que SOLOMO, d'après ce que je le comprends, c'est effectivement le lien entre tout ça. Et pourquoi il y a un lien? C'est parce que c'est vrai que sur un téléphone portable, on a plus facilement tendance à jouer. Je pense que vous avez tous à un moment donné ou un autre, j'imagine, joué sur le téléphone portable. Merci d'éteindre les téléphones portables pour ceux qui jouent. Donc le jeu, c'est quelque chose qui est assez naturel sur un téléphone portable. Donner la possibilité de se localiser, c'est quelque chose qui est naturel aussi sur un téléphone portable.
Et le fait de donner des informations qui sont normalement extrêmement confidentielles, du type où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous photographiez, c'est quelque chose qui est normalement impossible à récupérer d'un client. Néanmoins, par le biais du jeu, c'est quelque chose qui passe très très bien. On voit avec les Foursquare et autres systèmes, les gens, de façon assez naturelle, ont tendance à autoriser la donnée d'informations très très confidentielles, finalement, par ce cadre ludique. Et je pense que c'est tout l'enjeu aussi d'un Facebook, de pouvoir finalement être dans l'intimité des gens tout en étant complètement transparent avec eux, enfin de plus en plus maintenant avec Facebook, et donner la possibilité d'exploiter en fait toutes ces informations après leur collecte par ce biais détourné qu'est le côté jeu en fait. Bien. Je vais juste compléter par une initiative en France. En France, Orange a lancé Soch. Et Soch, c'est vraiment une nouvelle marque mobile avec un service qui est complètement différent pour le client. L'idée, c'est d'avoir par exemple une communauté d'utilisateurs qui permet de gérer l'assistance. Donc vous n'avez plus un call center, vous avez directement en fait une interactivité avec les différents membres de la communauté, avec aussi par exemple des propositions au niveau de l'évolution des offres qui viennent de la communauté. Donc il y a des choses qui, même dans un métier traditionnel comme celui d'opérateur télécom, il y a même des produits nouveaux qui peuvent émerger sur cette tendance. C'est pas uniquement que pour contrer l'arrivée pour se préparer à l'arrivée de Free, qui est un nouvel opérateur, c'est aussi une nouvelle manière aussi de discuter, d'offrir des services aux clients. Non, oui, Solomo. Alors oui, c'est clairement dans l'air du temps, puisque c'est le thème de la conférence du Web 11 à Paris, qui aura lieu la semaine prochaine, la conférence de Makelover. Donc je pense que si c'est la thématique de cette conférence, c'est forcément une vraie tendance mondiale. Nous, dans la partie, par rapport à ces trois leviers, Solomo, le côté local rentre beaucoup moins en ligne de compte, puisque par définition, il y avait longtemps que les billets d'avion sont dématérialisés, et qu'on ne les achète pas dans un endroit spécifiquement, pour là où on les distribuerait. Mais en revanche, le côté mobile, on l'a déjà évoqué, il est très clair, et le côté social aussi, même si, je te rejoins Étienne, on n'a encore pas réussi à démontrer quelle était l'influence sur le business du social. En revanche, ce que l'on pense, intuitivement, on pense que c'est un canal de CRM, et intuitivement, on pense qu'il a une influence indirecte sur la satisfaction du consommateur, sur l'engagement du consommateur vis-à-vis d'une marque, et par conséquent, au final, sur la transaction. La seule chose, c'est qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'écrire une équation avec en entrée Facebook et puis en sortie un chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, on utilise, j'ai Facebook parce qu'en Suisse, il n'y a que ça qui existe, en gros. Mais je pense que Facebook, c'est avant tout, à court terme en tout cas, un canal de communication supplémentaire avec le client, comme a pu l'être le téléphone, comme l'est toujours d'ailleurs le téléphone, comme l'est l'email. Et on le gère vraiment en tant que tel. Donc c'est vraiment une plateforme, une interface de communication avec le client sur l'ensemble des sujets traditionnels, c'est-à-dire l'avant-vente, l'après-vente, donc pas la vente. L'après-vente, c'est donc le customer care. On a depuis à peu près une année vraiment investi fortement en matière de customer care sur Facebook et sur Twitter. Donc on est encore une fois beaucoup plus dans une logique de CRM à travers les réseaux sociaux qu'on est dans une logique de conversion pure. Ok. Alors, on m'a fait signe, il nous reste peu de temps. Voilà, 5 minutes effectivement. Pour conclure quelque part, et puis je vais vous laisser réagir, et puis peut-être s'il y a une ou deux personnes qui ont des questions en plus de celles qui ont été posées par Facebook, à laquelle Alain vient de répondre, notamment au niveau du Customer Care. Donc on a un business qui se développe, sur lequel il y a encore énormément de potentiel en Suisse romande, où on a de l'argent à faire, de l'argent à gagner, en tant que consommateur aussi des services à gagner.
C'est ce que je reçois aussi, c'est-à-dire qu'on acquiert, vous acquérez des clients parce que vous faites des applications qui leur plaisent. Je ne peux pas penser que les consommateurs adhèrent à un produit qui ne leur plaît pas. C'est le juge de paix de tout commerce. J'ai lu récemment que le directeur d'eBay, le patron d'eBay, disait l'avenir de l'e-commerce, c'est qu'il n'y aura plus de e-commerce. Donc ce qu'il voulait dire là, c'est qu'il n'y aura que du commerce et que le e-commerce ne sera plus dissocié du e-commerce. On l'a entendu dans vos 3 interventions, c'est-à-dire que vous agrégez tous les canaux de vente pour avoir une vente intégrée. Vous parlez de Customer Journey, vous parlez de différentes applications et moyens de recrutement, vous avez différents types d'utilisation selon les types d'applications. Alors maintenant, demain on va où? Est-ce que vous sentez vraiment ce plus de e-commerce et on a tout intégré? Dans combien de temps? Comment ça va se traduire pour les consommateurs? Et pour qu'est-ce que vont devoir faire les autres commerçants qui ne sont pas encore online? Vaste question. Très difficile à répondre. Très difficile à répondre. Non, simplement, on peut donner des pistes, mais qui ont déjà leurs racines dans le présent. On ne va pas revenir sur le mobile, le social. Ouais, je pense que l'e-commerce, en fonction des secteurs d'activité, va avoir une pénétration de moyenne à très forte. Il est clair que quand on est eBay et qu'on vend des produits physiques, et pour tous ceux qui vendent des produits physiques, très probablement l'e-commerce ne pourra jamais atteindre 100% de la distribution. Parce que, alors, sauf pour ceux qui sont déjà dans la vente à distance, mais ceux qui ont des points de vente physiques conserveront probablement une partie de ces points de vente physiques. Et puis d'ailleurs, il y a même des acteurs de l'e-commerce purs, des pure players, qui ouvrent dorénavant des boutiques physiques. Donc c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande du consommateur pour ça. En revanche, pour tout ce qui est purement service, donc dématérialisé, qu'il s'agisse du transport, qu'il s'agisse de la banque par exemple, on peut tout à fait envisager que le taux de pénétration de l'e-commerce, donc de la transaction en ligne, atteigne, je sais pas, 80-90% du business. Donc je crois que ça revêt plusieurs réalités en fonction du type de secteur d'activité, mais très probablement on est très loin encore de la maturité, en tout cas pour le secteur des services. Moi, j'aurais tendance à penser que effectivement le social et le mobile va quand même jouer un rôle assez clé. Donc je rejoins le thème de Solomon parce que c'est quelque chose qui effectivement un peu abscon comme terme, mais qui représente bien le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de naître dans cette dimension-là. Peut-être juste un point par rapport aux médias sociaux en Suisse, juste à noter que par rapport aux autres pays, c'est vrai qu'il y a une participation qui, nous ce qu'on observe en tout cas sur nos sites, est beaucoup plus faible sur le média social, donc je pense qu'on est encore, je dirais, un peu plus en retard sur d'autres sujets d'un point de vue participation en fait sur les sites web, sur les forums, etc. Enfin, c'est ce que j'ai mesuré, peut-être que d'autres personnes pourraient me contredire. Et donc il y a, je pense, ce changement autour du média social, autour de ces outils qui est en train d'arriver et qui va trouver sa place, je pense, à un moment ou à un autre en Suisse, mais peut-être pas de la même façon que dans d'autres pays, justement pour cette contrainte du fait que sur les médias sociaux, on ne sent pas la même adhésion qu'ailleurs. Ok. Pierre, ta conclusion? Pour nous, c'est assez simple. L'idée, c'est de répondre à la demande du client. Donc, lorsque vous souhaitez vous informer, ce qui est important, c'est que vous puissiez le trouver aussi bien l'information dans un magasin qu'online. Aujourd'hui, il y a les 2/3 de nos clients qui vont sur notre site internet avant d'acheter. Donc, c'est quelque chose qui est important. C'est un immense catalogue. C'est notre magasin, le plus grand magasin. Et après, la transaction, l'acte d'achat, bien sûr, vous pouvez le faire de manière online. Donc, dans ce cas-là, vous avez la livraison à la maison, mais vous pouvez aussi imaginer demain pouvoir venir chercher votre commande dans une boutique, celle d'un partenaire. Ce qui est important, c'est aussi en fonction du niveau de service que vous voulez. Si vous voulez qu'on vous offre un service d'assistance lorsque vous avez un nouveau smartphone ou qu'on vous conseille sur pas mal de choses, il y a une complémentarité entre les canaux. Et je pense que c'est ce vers quoi nous on va aller, c'est vraiment donner le choix aux clients du lieu où ils souhaitent vraiment acheter. Et donc le e-commerce, c'est juste un des canaux. C'est donner vraiment la liberté au client du choix pour faire la transaction. Bien. Écoutez, je crois qu'on a à peu près réussi à respecter le temps. Malheureusement, on ne va pas pouvoir donner plus la parole à l'audience. Je vous demande d'applaudir pour remercier Alain Pétoni et bonne journée au Pierre Bernouet. Je vous remercie. Et on a quelques minutes de pause pour la prochaine conférence qui se
passe ici. Je vous souhaite une bonne fin de journée.